Bérangère, je ne t'ai pas encore salué. Où es-tu? Bonjour. Je suis à Brienz. D'accord. Vous avez moins froid qu'à Paris? Ah, tu rigoles, on a la neige ce matin. Ah oui, c'est ça, il fait froid partout. Ah ouais, les tulipes sont sous la neige. J'avais jamais vu ça. Valérie, ton titre exact maintenant, c'est quoi? Tu es présidente. Co-présidente du groupe 1 du GIEC. Ouais, c'est ça, je croyais que c'était. Tu n'as pas eu des responsabilités dans le groupe 2? Non. Alors, est-ce que, parce que ça, je ne l'ai pas vu dans le dossier de presse, est-ce que vous rappelez les ateliers? Oui, les débats, tout à fait, le 8. Il y a 2 tables rondes, 11h et 15h. Je vais le rappeler, ça. Je pense que vous pouvez commencer. Tout le monde est là. Amaury et Antoine, juste pour vous donner l'info, Olivier Schneider s'excuse, il ne pourra pas participer à la conf, mais le papier, normalement, est en ligne à midi. Oui, de toute façon, on a échangé encore avec lui hier. Non, je sais. Je le dis juste parce qu'il ne peut pas venir. C'est sympa de prévenir. C'est bon, allez-y, hein, tout le monde est entré. Vous pouvez commencer. Bien, a priori, donc, toutes les personnes qui devaient rentrer sont rentrées. Donc, je suis très heureux de vous accueillir pour cette conférence de presse, somme toute assez traditionnelle, sur le fait de vous présenter, comme tous les ans, le bilan territoire de l'Observatoire Climate Change. Quand je dis comme tous les ans, en fait, la nouveauté cette année, et je crois que beaucoup de journalistes nous ont remercié de la chose, c'est qu'on a maintenant scindé nos différents cahiers, nos différents bilans tout au long de l'année, puisque comme vous le savez, les années précédentes, on avait un peu tendance à vous ensevelir sous un bilan global où il y avait à la fois les bilans sectoriels, le bilan territoire, le bilan finance. Et depuis cette année, donc, ces 3 bilans, plus le bilan adaptation qu'on avait fait l'année dernière, sont présentés tout au long de l'année, ce qui vous permet d'avoir plus de temps pour digérer chaque bilan. Donc, je suis Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique, mais surtout ici président de l'association Climate Change. Climate Change, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore notre association, est dans la galaxie des différentes associations qui s'investissent sur les questions climatiques pour essayer de stabiliser le climat dans le courant du XXIe siècle. Est une association qui cherche à fédérer en fait la totalité des acteurs non étatiques qui ont tendance tous à travailler en silo, les collectivités d'un côté, les ONG de l'autre, les entreprises de l'autre, et de les fédérer sur des plaidoyers communs, sur des échanges de bonnes pratiques, sur la multiplication des actions, donc créer un environnement favorable à l'action. Et dans ce cadre-là, et c'est une action que nous menons maintenant depuis 3 ans, nous développons un observatoire de l'action climat à l'échelle mondiale, focalisé donc sur l'action des acteurs non étatiques. Ça nous semble toujours à ce stade être le principal rapport bilan mondial de l'action climat réalisé. J'insiste beaucoup là-dessus, comme je le dis tous les ans, c'est un peu le rapport Saint Thomas du climat, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rapports
qui s'intéresse aux engagements pris par les uns et par les autres. Nous, on s'intéresse à ce qui a été réellement fait, même si on le soulignera dans la présentation, il n'est pas toujours si évident d'avoir accès à des données exploitables. Donc, c'est notre troisième rapport qui synthétise toute l'action menée par les territoires, avec comme source d'abord tout le travail fait par les différents réseaux. Je crois qu'on essaye aussi, nous, de vous présenter une synthèse pas toujours facile à comprendre de toutes les grandes initiatives mondiales et régionales menées par les réseaux de collectivités territoriales en termes climatiques, mais on s'appuie évidemment aussi sur des rapports scientifiques, sur les données fournies par un certain nombre de villes et de territoires. On ne s'intéresse pas qu'aux villes, on s'intéresse à tous les types de territoires et notamment aussi aux régions qui sont des acteurs très importants sur le front du climat. Donc, je suis très heureux de vous présenter ce matin cette nouvelle édition de notre rapport mondial. Je remercie Valérie Masson-Delmotte d'avoir pris quelques minutes pour nous rejoindre, qui est membre de l'association Climate Change, qui est, ai-je besoin de vous le rappeler, coprésidente du groupe 1 du GIEC et qui nous fera tout à l'heure une présentation de la manière dont le GIEC aujourd'hui intègre cette action des territoires, qui a pris plus d'importance dans le champ de la négociation. Moi, je suis le porte-parole climat de CGI depuis bientôt une quinzaine d'années. Je peux vous dire qu'au début, c'était quand même difficile de rentrer le mot ville, région, gouvernements locaux, subnationaux dans les textes. Je crois que depuis, on a progressé, notamment la COP21 avait quand même insisté sur le rôle des territoires et de l'ensemble des acteurs non étatiques. Donc, on va faire un point sur comment le GIEC aujourd'hui analyse cette action des territoires. Mais avant, donc, l'équipe de Climate Change vous détaille les grands enseignements de ce rapport. Peut-être quelques grands axes d'enseignement, en essayant jamais d'être caricaturaux. C'est un rapport de l'action réalisée, c'est un rapport qui se veut objectif, et c'est, je le redis aussi tous les ans, d'abord un méta-rapport, au sens où on ne crée pas nous-mêmes de données ou d'analyses, mais on synthétise les données disponibles. Donc, la première donnée, pour nous, absolument essentielle, c'est quand même la donnée sur l'évolution des émissions des territoires, généralement plutôt de type cadastral, c'est-à-dire qu'on a peu d'éléments sur les émissions importées, hein, évidemment, qui sont elles aussi très importantes, mais qui sont peu, évidemment, mesurées à l'échelle des territoires. Et l'élément qui nous semble le plus intéressant et encourageant, on n'est pas là non plus pour faire un rapport négatif quand on a des données positives, c'est certainement le fait que nous avons un nouveau rapport européen publié cette année qui fait la synthèse de l'action du Covenant of Mayors au niveau européen, donc cette grande initiative lancée par la Commission européenne en 2007, qui réunit aujourd'hui environ 1800 villes et territoires. Il y a des grandes villes, des petites villes, qui représentent à peu près 15% des émissions de l'Union européenne, 20% de sa population, donc c'est tout à fait significatif. Et là, donc on a un nouveau rapport de synthèse européen qui dit qu'entre 2005 et 2007, alors évidemment, sur les rapports, il y a toujours une différence entre l'année de publication et les données synthétisées, donc il y a toujours un décalage de 2-3 ans, mais en tout cas, entre 2005 et 2017, sur ces territoires qui se sont engagés dans le pacte des mers, qui sont engagés à fournir des données, qui sont engagés à atteindre au moins l'objectif européen 2020 qui était de moins 20%, eh bien, nous en sommes à moins 26% d'émissions en 12 ans. C'est plus que l'Union européenne, d'ores et déjà, puisque l'objectif européen était à moins 20% en 2020. Et donc, on peut considérer qu'en 2020, dans 3 ans, cet objectif sera encore largement dépassé. Donc, ce qui montre bien l'impact, y compris quantitatif, de l'action territoriale, parce que c'est là que se joue le quotidien sur les émissions mondiales. Je voulais insister là-dessus. Amaury Parel, Antoine Gillot, l'équipe de Climate Change va revenir plus dans le détail, y compris pour dire qu'on manque de données aussi par ailleurs, donc que tout ça n'est pas si simple. Insister aussi, et je finis cette introduction là-dessus, mais je voulais vraiment insister sur ce point pour montrer
qu'il y a quand même aujourd'hui des données extrêmement intéressantes et encourageantes. On voit aussi la poursuite de la mobilisation, notamment en Europe, en Amérique. On voit la montée de la prise en compte des questions d'adaptation, qui étaient très peu présentes dans les stratégies il y a encore quelques années. On voit aussi le croisement avec des objectifs de développement durable, puisque pour nous, à Climate Change, il est évident que l'agenda des ODD, des objectifs de développement durable, et l'agenda climat, le climat est un ODD, sont deux agendas qui ne peuvent fonctionner qu'en parallèle. Donc voilà un peu cette petite introduction. J'ai oublié de le dire, mais il est encore temps de le dire. Si vous êtes anglophone, if you speak English, we have a translation. Donc il suffit d'appuyer évidemment sur le bouton de la traduction et passer en anglais. On l'a remis aussi dans le chat. Donc voilà un petit peu quelques grands éléments de ce nouveau bilan. Je remercie vraiment, comme toujours, l'équipe de Climate Change, Amaury Parel qui est là depuis les origines et qui a mis une énergie énorme sur la réalisation de ce rapport et de tous les rapports précédents. Antoine Gillot qui est là depuis presque aussi longtemps et les nouveaux de l'équipe, Samuel Laval et Tania Martin Thomas. 4 personnes, c'est une petite équipe. Alors, il y a d'autres contributeurs extérieurs, évidemment, que nous remercions aussi, mais j'insiste aussi là-dessus sur le fait que c'est un très gros travail qui est fait quand même par une petite équipe extrêmement mobilisée et qu'ils en soient donc remerciés. Donc, je le disais en introduction, et je remercie Valérie de s'être rendue disponible ce matin. On a longtemps eu, il faut le dire, des difficultés à faire entrer la question des territoires dans le scope des analyses climat. On voit bien, c'est encore en partie le cas, et on en parlera à travers l'analyse que nous avons faite de l'état d'avancement des contributions nationales déterminées pour la COP à Glasgow, que les logiques de stratégie climat sont souvent des logiques en silo, par secteur. On regarde les transports, on regarde l'industrie, on regarde le bâtiment, et ce sont souvent moins des logiques par l'animation territoriale et la mise justement en cohérence de l'ensemble de l'action. Donc, on a eu beaucoup de mal à faire rentrer cette logique d'approche plus transversale, plus territoriale dans les stratégies. Je crois quand même qu'on a passé maintenant un cap, qu'il y a eu cette importante réunion à Edmonton il y a maintenant 2 ou 3 ans, justement de mobilisation de la communauté scientifique. Donc, Valérie, 2 questions. La première, un peu peut-être ton sentiment sur les enseignements de ce rapport annuel, et puis derrière, où en est la communauté scientifique dans son approche et son analyse de l'action territoriale. Oui, bonjour, bonjour à tous et merci de cette invitation pour partager quelques points de réflexion sur le bilan très fourni qui a été fait et bravo à tous ceux qui ont contribué. La première chose qui me frappe, c'est la montée en puissance de l'action des villes avec un retour d'expérience d'une action engagée sur le terrain et la mise en place, dans certains cas, d'actions d'observation, de suivi régulier, ce qui est un point clé. La deuxième chose qui me frappe, c'est également la montée en compétences avec de l'expérimentation et de l'innovation en matière finalement de gouvernance climat, avec un accent très net qui est mis dans ce rapport sur le volet qui touche aux émissions de gaz à effet de serre. C'est également le besoin qui est souligné de renforcer une approche qui sorte de ces silos et qui touche à vraiment une approche beaucoup plus en système urbain. Je vais revenir dessus par la suite parce que c'est également un point important dans le travail d'évaluation des connaissances qui est fait par le GIEC. Le rôle également important entre les États et les villes, des régions, des lenders ou de leurs équivalents, comme acteurs clés de la coordination, avec aussi un besoin bien sûr de moyens, de méthodes qui soient partagés et qui permettent aussi d'articuler plus explicitement dans un cadre commun, un cadre réglementaire, l'action qui est menée à l'échelle des villes. Le point suivant que je souligne, c'est une réflexion plus large, pas uniquement à l'angle climat, encore une fois pour sortir des silos, dans
une structuration de la réflexion autour des objectifs du développement soutenable. Et ça n'est pas explicite dans le rapport, mais je pense que les conséquences en cascade de la pandémie actuelle vont renforcer la pertinence de ce cadre de réflexion qui vise en fait à construire un développement qui soit juste, un développement qui soit résilient, qui ne laisse personne derrière, autour de l'action des villes pour le climat comme pour la gestion d'autres risques. Et puis le dernier point, c'est un manque de financement par rapport à l'action en matière d'adaptation. C'est un point important, c'est un point sur lequel je vais revenir, au sens où on voit en fait une expérimentation, des efforts qui sont faits, mais il y a besoin d'un cadre méthodologique également pour finalement pouvoir suivre ces efforts en matière d'adaptation, les mesurer, évaluer leur efficacité et finalement apprendre de ce qui a été expérimenté et qui fonctionne plus rapidement. Voilà, ce sont quelques-uns des points qui me frappent. Alors pour la deuxième partie de la question, pour revenir à l'état des travaux, je dirais plus du GIEC, hein, donc le GIEC ne fait pas de recherche, il passe en revue l'état des connaissances, il n'est pas prescriptif, il fournit un état des lieux des connaissances scientifiques de manière à éclairer des choix en fournissant une information qui soit la plus rigoureuse, objective, transparente possible et de manière neutre. En 2018, le GIEC a co-organisé une grande conférence internationale sur les villes et les sciences du changement climatique, qui a fourni un certain nombre de recommandations, cette fois, en matière de besoin de connaissances. Ça portait spécifiquement sur le fait d'avoir des approches en système pour l'action à l'échelle en particulier des villes, un besoin de connaissances qui touche aux formes de gouvernance et ce qui soutient finalement le mieux l'action pour le climat dans un paysage qui est très différent en fait selon les contextes de ces différentes infrastructures et organisations. Il y a également un point important qui touche aux échelles d'espace et aux échelles de temps. Et le fait de construire une information, donc des connaissances, des données, qui puissent être comparables à travers ces différents lieux et ces différentes échelles de temps. Ce qui demande en fait de renforcer les collaborations entre le monde académique et les acteurs de terrain, en particulier dans les villes. Et puis la dernière chose, c'est le besoin d'observation de données, d'outils de modélisation et de construction de scénarios à l'échelle des villes, qui a été identifié comme une des thématiques majeures pour lesquelles il y a un besoin de coproduction de connaissances. Alors suite à ça, le GIEC a rendu 3 rapports spéciaux en 2018 et 2019. Le rapport sur 1,5 degré de réchauffement souligne l'importance des villes comme un des 5 grands secteurs clés vis-à-vis des transitions. Les transitions étant baisser les émissions de gaz à effet de serre vraiment de manière importante et rapide, tout en étant résilient dans un climat qui change. Et donc ces grands systèmes, c'était les systèmes bien sûr énergétiques, la gestion des terres, l'alimentation, l'industrie, les infrastructures et les systèmes urbains. Donc ça a été très clairement souligné. Le rapport sur l'utilisation des terres, qui a mis en avant finalement dans la manière de penser les grands enjeux pour le climat, la pression qu'on exerce sur les terres émergées, a bien sûr abordé les aspects liés à l'aménagement urbain et ses conséquences sur le climat local et puis même autour de ces grandes infrastructures. Et le rapport sur l'océan et les glaces dans un climat qui change, lui a souligné les enjeux, en particulier liés à la montée du niveau des mers, pour l'énorme nombre d'infrastructures humaines et de villes qui sont situées au ras de la mer et qui sont donc particulièrement exposées à la fois à la montée graduelle du niveau des mers, mais aussi à des événements de très haut niveau marin plus fréquents et plus intenses. Enfin, je souligne que les rapports en cours des 3 groupes de travail du GIEC mettent également l'accent sur cette dimension régionale et urbaine. Donc moi, je co-supervise le rapport sur les bases physiques du changement climatique qu'on prépare pour une approbation prévue au milieu de cet été, pour la première fois de manière probablement en grande partie virtuelle. Et dans ce rapport, nous faisons le point sur l'état du climat à grande échelle, hein, qu'est-ce qui est observé, compris, qu'est-ce qui est projeté, mais également un zoom très important, quasiment un tiers du rapport qui est consacré à l'information à l'échelle régionale, en appui à la prise de décision, en appui à l'analyse de risques. Nous aurons un atlas interactif qui permettra en fait plus facilement d'utiliser cette information, ces données,
pour construire des scénarios, pour construire des analyses de stress test climat et pour construire finalement une prise en compte de ce risque climatique là où les gens vivent en fait, hein, vraiment à l'échelle des territoires. Et les groupes 2 et 3 du GIEC, donc, qui portent sur l'analyse des vulnérabilités, des impacts et des solutions en matière d'adaptation pour le groupe 2. Celui-ci aura un chapitre entier dédié aux villes, aux territoires et aux infrastructures clés, avec bien sûr un accent mis sur les options permettant de réduire les risques, de cartographier les risques, de renforcer l'adaptation et bien sûr la résilience. Et enfin, le groupe 3 du GIEC, donc, qui porte sur les options pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, a un chapitre entier dédié au système urbain, qui porte à la fois sur les infrastructures, les aménagements, la conception des villes, mais aussi sur la consommation, le style de vie, les liens entre les villes et puis les territoires ruraux qui finalement les alimentent avec ces interdépendances. Les enjeux qui portent sur le fait de verrouiller des émissions en fonction des infrastructures qu'on a et qu'on met en place, donc l'inertie finalement de ces systèmes urbains. Et aussi en fait tout ce qui porte sur l'innovation, les ruptures, les solutions qui sont à la fois technologiques, mais aussi en termes d'innovation par les réseaux de villes. Donc les aspects aussi de gouvernance, bien sûr, dont vous allez parler finalement, parce que c'est un rapport comme les autres qui s'appuie sur le retour d'expérience, la littérature, donc scientifique, mais aussi technique, socio-économique, qui capture en fait un foisonnement d'expérimentations et d'analyse de ce qui est appris par ces expérimentations. Et je termine donc ces deux rapports-là sur l'adaptation et l'atténuation sont prévus au printemps 2022. Mais entre-temps, je sais que suite à la première conférence sur les villes et le changement climatique, donc d'Edmonton en 2018, la Convention mondiale des maires, ainsi que l'agence de l'ONU UN Habitat, prévoit d'organiser une très grande conférence virtuelle au mois d'octobre. Donc cet ensemble en fait de villes représentées par cette convention sur le climat et l'énergie regroupe plus de 800 millions de personnes, 10 000 villes, avec le suivi finalement de ce qui a été préparé à Edmonton. Donc le progrès par rapport aux besoins de connaissances. Quels sont les nouveaux besoins de connaissances, en particulier suite à la pandémie Covid-19, renforcer les liens entre le monde académique et les acteurs de terrain, de sorte à pouvoir préparer en particulier le rapport spécial que le GIEC préparera dans son 7e cycle d'évaluation, donc après 2023, et qui sera dédié aux villes et au changement climatique. Et puis je crois que cette conférence, elle vise aussi à renforcer les plateformes, les partenariats, les réseaux, construire d'autres réseaux pour favoriser la coproduction de connaissances, l'échange d'informations, de sorte à s'appuyer sur le retour d'expérience et renforcer finalement une innovation qui est construite sur des faits, construite sur une approche validée par rapport à ce qui permet de faire évoluer les villes pour qu'elles soient plus résilientes et qu'elles aillent également vers la neutralité carbone. Merci, merci Valérie. Je vais laisser maintenant Amaury et Antoine vous présenter les grands enseignements de ce rapport, sachant, et c'est aussi l'occasion de les remercier, que Virginie Foucault-Rouget, qui est notre directrice de la communication, et Bérangère Battiot, qui s'est occupée aussi des contacts presse, vous fournissent en même temps et en parallèle tous les éléments plus complets, puisque ce rapport, il y a des enseignements, c'est la conférence de presse d'aujourd'hui, mais c'est quand même, Amaury, je ne sais plus combien de pages, mais c'est aussi, et dans ces pages, des cas concrets, des illustrations. Et je sais qu'en tant que journaliste, vous avez besoin pour vos articles aussi d'exemples concrets de ce que font les territoires. Donc, Amaury, je te laisse présenter les deux premiers points, puis Antoine, en vous remerciant encore de votre travail et de votre engagement. Merci beaucoup Ronan et merci beaucoup Valérie pour cette introduction. Je précise aussi sur ce que vient de dire Ronan, on a une base de données de cas d'études assez complète et régulièrement mise à jour sur le site internet. Donc n'hésitez pas aussi à y aller de manière régulière au besoin. Alors pour les enseignements de ce bilan, on a dégagé 7 grands enseignements qu'on va vous présenter avec Antoine. Voilà, j'attends juste que ma collègue puisse venir au premier.
Alors pour ce premier enseignement, avec Climate Change, on aime bien commencer par les bonnes nouvelles et surtout les résultats. Donc, comme l'a dit Ronan, en fait, grâce à l'initiative de la Convention des maires en Europe, qui existe depuis 2018, depuis 2008, pardon, sur le continent, et grâce également au soutien méthodologique du centre de recherche de la Commission européenne, on a pu établir, donc je vais préciser un peu ce chiffre, que 1800 villes parmi tous les signataires ont pu réduire leurs émissions de 25%, enfin près de 26%, soit plus de 5 points au-dessus des objectifs européens, qui sont de 20%, de moins 20% d'ici 2020, et ceci 3 ans en avance. Mais également, ce chiffre montre que ces 1800 villes sont en très bonne voie pour atteindre leur propre engagement de réduction des émissions d'ici 2020, qui tourne en moyenne autour de moins 30%, moins 31%. Voilà, et donc comme Ronan l'a dit, ces villes représentent tout de même 15% des émissions de l'Union européenne aujourd'hui et 20% de sa population, soit 89 millions d'habitants. Alors, un calcul similaire a été fait pour 1845 villes, en incluant certaines villes d'Europe de l'Est, mais des grandes villes, puisque le total des habitants couverts par ces échantillons monte à 97 millions pour ce deuxième chiffre. Et là, on a une réduction déjà moindre de 21%, mais tout de même déjà supérieure aux engagements de l'Union européenne. D'autres rapports précisent également les leviers qui ont été utilisés pour les villes pour atteindre ce résultat très significatif. Pour être très bref, on observe que les petites villes auraient davantage utilisé des leviers internes sur la maîtrise de la consommation d'énergie de leurs acteurs, mais surtout des bâtiments publics. Quand les grandes villes ont déjà recours davantage à des dispositifs financiers. Et au niveau sectoriel, on observe que ce sont surtout les bâtiments et les transports qui ont fait l'objet d'un grand nombre de politiques publiques. Et la baisse vient principalement du secteur des bâtiments. Voilà. Alors sur les autres conventions des maires, donc les autres régions du monde, elles sont bien plus récentes. Donc il est encore difficile d'avoir des résultats agrégés de la part de ces villes. Donc dans ce rapport, on a fait un suivi plus qualitatif de ces conventions en faisant un suivi des plans d'action publiés et autres. J'y reviendrai dans quelques minutes. Alors sur les gouvernements infranationaux, c'est un terme qui recouvre autant les régions en France que les provinces ou les territoires dans d'autres pays ou les États fédérés dans des États fédéraux. Donc tous ces gouvernements infranationaux réunis au sein de la coalition Under 2, donc Under 2 pour moins de 2 degrés, eux peuvent attester d'une réduction moyenne des émissions de 7 degrés. Alors cette 7%. réduction, comment? De 7%. Pardon, oui, de 7%. 7 degrés, on a Voilà, oui, c'est donc ils attestent d'une réduction moyenne des émissions de 7% entre leur année de référence et le dernier inventaire des émissions de gaz à effet de serre disponibles. Donc ça couvre des périodes différentes d'une région à l'autre. Et ce chiffre couvre 86 régions dans le monde. Alors ce chiffre est moindre qu'en 2019. C'est un chiffre qu'on suit chaque année, car les régions qui ont reporté leurs émissions cette année a beaucoup changé. Certainement dû aussi à la pandémie. Certaines régions n'ont pas pu reporter leurs résultats cette année. D'autres sont venues ou le préparaient depuis quelque temps. Mais c'est tout de même un signal assez positif puisque les régions de cette coalition représentent 600 millions d'habitants dans le monde et plus de 10% des émissions mondiales, qui, elles, continuent d'augmenter globalement. Voilà, peut-être un commentaire général sur le suivi évaluation des données des villes et des régions. Il y a très peu de données existantes aujourd'hui, car les scopes ou les méthodologies de comptabilité diffèrent grandement d'une ville à l'autre ou d'une région à l'autre, ou elles s'affinent même au sein d'une même ville, d'une même collectivité, donc d'une année sur l'autre. Et donc pour toute cette raison, il est assez difficile d'accéder à des données consolidées de baisse des émissions ou en termes même de consommation d'énergie des villes, au niveau national comme au niveau des initiatives internationales. Si on prend l'exemple de la base de données internationale gérée conjointement par les organisations TDP et ICLEI, on voit que plus en plus de villes quand même publient des données d'informations sur leur action climat. Cette année, c'était plus de 770 villes, un chiffre qui a stagné avec la crise. En revanche, sur les données d'émissions, beaucoup plus de villes sont en capacité d'en fournir, parce qu'en 2020, plus de 400 villes ont pu fournir des données d'émissions, contre 350 en 2019. D'autant plus que ces données également, le CDP remarque que ces données sont plus nombreuses, les inventaires sont plus complets et plus exhaustifs. Donc ça, c'est également des signaux positifs à noter, qui expliquent également peut-être pourquoi toutes ces villes représentent aujourd'hui 2 gigatonnes de CO2 accumulées, enfin cette base de données du CDP. Donc près de 5% des émissions mondiales environ.
Voilà. Et donc, avec toute cette base de données, il est quand même difficile de dégager des tendances de baisse ou de hausse, encore une fois, parce que ces données ne sont pas comparables. Toutefois, nous, dans le rapport, on a noté une dizaine de villes où les données nous semblaient assez cohérentes pour pouvoir décrire certaines trajectoires. Donc, on a pu, par exemple, valoriser une trajectoire de moins 30% des émissions à Porto entre 2004 et 2017, ou à moins 26% des émissions à Wellington, en Nouvelle-Zélande, entre 2013 et 2018, ou encore une réduction de 6% à Hong Kong, entre 2011 et 2018. Voilà, donc c'est vraiment des données assez éparses qu'on peut dégager. Alors, l'absence de données de résultats n'est pas le seul indicateur qu'on peut utiliser pour. Ça ne veut pas dire qu'il y a une inaction complète, puisque d'autres indicateurs montrent une mobilisation croissante des gouvernements locaux et infranationaux. Le premier indicateur, c'est bien sûr l'engagement des villes, même si ce n'est pas le premier indicateur que nous, on suit à Climate Change pour les raisons que Ronan vous a expliquées plus tôt. Mais soulignons quand même que la Convention mondiale des maires, donc de son acronyme en anglais GCOM, compte aujourd'hui plus de 10 500 villes. Il n'y a eu que 300 nouveaux signataires en 2020, mais pour l'essentiel, c'était des grandes villes, puisqu'on passe de 11% de la population mondiale en 2019 à 14% couverte désormais. Cette initiative est historiquement cantonnée dans les pays de l'Union européenne, puisqu'elle démarre de la Commission européenne, où elle y couvre près de 46% de la population. Mais elle progresse également très rapidement dans d'autres continents. Vous le voyez sur la carte à droite, donc on a les plus gros points sont les points du nombre de signataires, et les petits, c'est le pourcentage représenté de la population. En Amérique latine, par exemple, avec seulement 519 signataires, la Convention couvre déjà 31% de la population de la région. Voilà. Alors, du côté de la mise en place de cette initiative, donc de la réalisation des plans d'atténuation ou d'adaptation, ça progresse un peu plus lentement. Il est plus difficile d'avoir des données un peu fiables sur cet aspect-là. Mais on remarque, par exemple, c'est ce qu'on détaille aussi dans le rapport, comme je vous le disais, de manière plus qualitative, que l'initiative structure des fois de manière assez significative l'action des villes dans certaines régions. Je prends l'exemple du Maghreb et du Machrek, ou autrement dit plutôt de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, où près de 100 villes s'apprêtent à publier un plan d'action climat qui comprenne à la fois un volet d'atténuation, mais également d'adaptation. Et l'initiative va permettre à ces villes de tenir une base de données propre à elles, accueillir leurs données climat, énergie, avoir une gouvernance propre de ces données à l'échelle de la région. Voilà, donc ça, c'est d'autres aussi signaux positifs, plus qualitatifs, mais aussi très importants à suivre. Après, on suit également d'autres initiatives, comme la Energy Award, où en 2020, plus de 1000 villes sont maintenant labellisées par cette initiative européenne, ce qui veut dire que ces villes ont mis en œuvre plus de 50% du catalogue de mesures que propose l'initiative. D'autres bonnes nouvelles cette année, cette initiative intègre un volet volontaire sur l'adaptation au changement climatique, et elle s'étend également à d'autres régions du monde, donc en Europe de l'Est avec plusieurs villes pilotes, et puis plus récemment au Maghreb ou même au Chili, et le tout en faisant un pont avec la Convention des maires. Donc on voit aussi une synergie avec ces initiatives, d'autant plus que l'initiative Energy Award est plus exigeante en termes de mise en œuvre et de suivi. Et du côté des régions et des États, donc là, on est plus sur des engagements, puisqu'on a assez peu de données sur le nombre de plans que les régions ont pu adopter dans le monde. En revanche, il est quand même intéressant de noter que parmi les régions qui sont membres de la coalition que j'ai mentionnée tout à l'heure, l'Under2, 26 se sont fixés des objectifs climatiques 2030 conformes aux recommandations du GIEC, et 40% se sont fixés des objectifs plus ambitieux que leurs États nationaux, et que la réduction préconisée par le GIEC. Enfin, je finirai cette slide par un commentaire sur le continent asiatique. Les villes et les régions asiatiques adhèrent assez peu à ces initiatives internationales. Par exemple, la Convention des maires ne couvre moins de 8% de la population sur tout le continent asiatique, de l'Est, du Sud ou du Sud-Ouest. Il est donc difficile de prendre le pouls de l'action des collectivités territoriales dans cette région, ce qui ne signifie pas non plus une inaction, puisqu'on avait noté déjà plusieurs exemples dans nos bilans précédents de l'action des villes comme aux Philippines, en Corée du Sud ou au Japon. Et donc, je tenais simplement à préciser que ça mérite plutôt des analyses pays plus fines, ce vers quoi l'Observatoire ira progressivement à l'avenir, et ce que nous avons aussi commencé à faire avec les pays du G20, mais j'en reviendrai juste après. Je vais laisser mon collègue Antoine présenter la prochaine slide. Merci Amaury. Antoine Gillot, chargé de recherche à l'Observatoire. Donc, on a pu voir qu'il y a une montée en puissance de l'engagement des territoires, des gouvernements locaux et infranationaux en 2020
malgré la situation, le contexte de pandémie. Donc la question qui s'est posée naturellement devant nous, c'était est-ce qu'il y a eu des ruptures et des continuités dans ces actions concrètes menées par les territoires. Difficile pour l'heure de tirer un véritable bilan, déjà parce que la pandémie n'est pas terminée. Et puis on manque aussi un petit peu de recul, hein. On est à peine 1 an après le début des confinements généralisés, donc il y a encore besoin de consolider un certain nombre de données. Néanmoins, si on se remet dans une perspective un petit peu plus large, on observe un certain nombre de tendances qui sont bien marquées et puis des signaux faibles qui indiquent aussi des progrès et des innovations engagées par les villes depuis 1 an, voire 2 ans. Alors, tout d'abord, la lame de fond de ce mouvement, c'est bien sûr la neutralité carbone, qui a pris une place considérable dans le débat public depuis la publication du rapport du GIEC en 2018 sur la limitation d'un réchauffement climatique à 1,5 degré. La neutralité carbone, c'est égaliser au niveau mondial les flux d'émissions envoyés dans l'atmosphère et les flux d'émissions absorbés et captés par des réservoirs géologiques. Et donc, les villes, comme d'autres types d'acteurs, les entreprises par exemple, se sont saisies du mouvement, prennent de plus en plus d'engagements sur cette voie. C'est une étude du New Climate Institute qui date d'octobre 2020 qui nous fournit un chiffre agrégé au niveau mondial. 826 villes et 103 régions ont pris un objectif qu'on dit net zéro. On a souligné d'ailleurs à ce propos aussi les difficultés posées par cette appropriation de la neutralité carbone avec un vocable très très varié. Donc on revient sur ce sujet-là. Si jamais vous n'êtes pas clair entre neutralité carbone, neutralité climatique, net zéro, on essaie de revenir là-dessus. Et le New Climate Institute propose un bon panorama de ce débat-là. Dans ces engagements-là, on a 85% des objectifs qui sont accompagnés d'un plan concret pour parvenir à la neutralité climatique à un horizon 2030 ou 2050, ou une forme d'engagement législatif. J'espère que mon son est meilleur, je crois qu'il est un petit peu brouillé. Alors, comment fait-on pour atteindre ces objectifs de long terme? Là, il faut rentrer dans les compétences concrètes des villes. C'est ce qu'on a essayé un petit peu d'organiser dans la deuxième partie de ce bilan, sa section 2, en s'intéressant au pouvoir normatif des villes, en s'intéressant à leur capacité de planification, mais également leur commande publique. Tout d'abord, on a pensé revenir un petit peu sur ce qui était une évidence en cette année 2020, la pérennisation de certaines expérimentations qu'on a pu observer à la faveur des mesures de résilience adoptées contre le Covid au niveau territorial, à commencer bien sûr par l'adoption de pistes cyclables. Je cite le chiffre de la Fédération européenne c'est la Fédération European Cyclist Federation, voilà. 2570 km de pistes cyclables annoncées en Europe, dont la moitié ont été réalisées. Mais si on n'a pas de chiffres agrégés au niveau mondial, il faut vraiment souligner que c'est une tendance de fond que l'on retrouve dans tous les pays. Et notamment, on sort prochainement un cas d'étude sur la situation du transport en Colombie. Bogota, par exemple, a été une ville pionnière dans la mise en place de ces fameuses coronapistes qui sont passées d'outils de résilience urbaine à des outils véritablement d'atténuation des émissions du transport pour favoriser une mobilité plus douce. On a pensé également souligner à la densification des villes, car on a eu immédiatement de nombreuses réflexions sur la place des villes dans la mondialisation, et Valérie Masson-Delmotte est revenue aussi sur ce sujet-là, les relations entre les villes et leurs territoires, ces territoires qui alimentent les villes. Il y avait donc un besoin aussi d'observer ces initiatives de densification qu'on a pu voir à Paris dans le cadre de la campagne municipale, la fameuse ville du quart d'heure qui a été au centre des débats. Et bien, des expérimentations de ce type-là sont aussi menées en Suède depuis la fin de l'année dernière, à Göteborg, à Stockholm et dans d'autres villes. Également aux États-Unis, dans d'immenses métropoles comme Minneapolis ou Portland. Melbourne aussi s'y est essayé, avec à chaque fois des variantes pour s'adapter à l'urbanisation et à la planification et aux compétences de ces territoires. On a réfléchi également aux questions d'autonomie alimentaire avec un cas d'étude sur Dakar. On a observé ce genre d'initiative à Glasgow qui vise en fait à rapprocher les producteurs agricoles, mais également dans le cas de Glasgow, par exemple, les pêcheries, des consommateurs. Donc, comment faire en sorte de renforcer des formes de circuits courts pour assurer une autonomie alimentaire, des débouchés aux producteurs et également une alimentation de qualité
aux habitants et aux consommateurs. On perçoit déjà un petit peu ici le lien entre la dynamique du climat et la dynamique des ODD, sur laquelle on va revenir tout à l'heure. À l'inverse, on a vu aussi des formes de rupture qui ne sont pas forcément corrélées au Covid, mais qui en tout cas sont des tendances de fond que nous devions souligner. La municipalisation de l'énergie qui a été observée depuis quelques années, notamment en Europe. C'est un schéma qui est très populaire en Allemagne, qu'on a retrouvé en Angleterre, aux Pays-Bas, qui consiste en fait à créer une forme d'entreprise municipale pour gérer la production et la distribution d'énergie. Cette tendance-là, elle bat de l'aile un petit peu. On a pu voir certains signaux faibles à Nottingham et à Bristol notamment, où des initiatives pionnières en Angleterre ont pris fin pour des causes de difficultés financières, ou alors aux Pays-Bas, où l'entreprise, par exemple, Eneco, qui était détenue par 44 municipalités néerlandaises, a été vendue à un consortium japonais, conséquence en fait de l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie en Europe, puisque du coup, l'entreprise, les compétences restant à l'entreprise ne rentraient pas dans le champ d'activité des municipalités. À l'inverse, pour se fournir en énergie renouvelable, puisque de plus en plus de villes prennent des engagements 100% renouvelables, on revient dessus dans le rapport, eh bien, on observe une montée en puissance de la contractualisation de long terme, ce qu'on appelle les PPA en anglais, les Power Purchase Agreements, qui consistent, pour le dire brièvement, en des contrats signés par les municipalités. Les entreprises le font également. Mais là, ce qu'on observe en particulier, c'est que les villes, et notamment des grandes villes, s'en emparent de plus en plus. Melbourne, Londres, signent des contrats avec des fournisseurs d'énergie, des producteurs d'énergie, pour s'alimenter directement d'énergie renouvelable. Ça permet à la fois de sécuriser des financements pour les entreprises qui souhaitent développer de grands projets renouvelables, et en même temps d'assurer des débouchés et de réduire les coûts de fourniture pour ces grandes villes. Et puis, Ronan en parlait aussi tout à l'heure, la nécessité en fait d'affiner, et on revient dessus, la nécessité d'affiner les outils et les méthodologies pour évaluer les émissions. On a vu de nombreux progrès aussi là-dessus, des villes qui, après 5 ans depuis l'accord de Paris, ont réussi en fait à stabiliser leurs inventaires, à véritablement se familiariser avec des méthodologies, voire à innover pour combler les failles parfois de ces inventaires statistiques. Et c'est ce qu'on a pu observer avec Mexico, qui a mis en place un système de mesure atmosphérique des émissions. C'est avec l'Institut Pierre-Simon Laplace, l'université parisienne, qui coordonne ce projet. Paris aussi a adopté récemment la météo carbone, donc qui consiste à peu près à la même chose, c'est-à-dire mesurer avec des capteurs physiquement les émissions de gaz à effet de serre au-dessus de la ville. Et puis on a vu des outils de pilotage aussi émerger. Le budget carbone de Manchester, par exemple, qui permet de fixer à long terme une limite des émissions à ne pas dépasser pour organiser dans le temps, avec des échéances régulières, l'atténuation et la décarbonation, avec plus ou moins de succès. Manchester a un petit peu de mal à respecter ce budget carbone, mais l'outil existe et il a le mérite d'exister et il est central dans la stratégie de la ville. Et puis on a aussi le budget climat d'Oslo, qui consiste là, pour le coup, à voter au même moment que le budget financier, donc c'est-à-dire sur un rythme annuel, des mesures climatiques adossées à des objectifs de réduction des émissions et qui vont piloter, qui vont orienter les investissements de la ville pour trouver des innovations et des stratégies qui soient efficaces et mesurables d'année en année. Voilà un petit peu pour le volet sur les innovations et les expérimentations des villes. Merci Antoine. On va peut-être être un peu plus court sur les points suivants. Amaury, je te redonne la parole. Je vais être plus court sur les 2 prochains points qui ont trait à la gouvernance. En fait, cette année, parmi les innovations de cette édition, on a essayé aussi un peu plus de comprendre et d'analyser comment toutes ces actions et cette mobilisation est intégrée par les États ou dans un système de gouvernance qui intègre pleinement les villes et les régions. En premier lieu, avec bien sûr les contributions déterminées nationales des États qui sont remis à la CNUC. On est revenu sur le premier cycle avec les analyses qui existaient déjà, hein, qui faisaient déjà état que ces CDN faisaient déjà largement sur l'intégration de leur gouvernement national, ou encore sur une conclusion de plusieurs études sur le fait que les CDN étaient très peu intégrés dans les budgets ou les politiques locales, ou encore sur la manière dont ces CDN incluent le milieu urbain. Sur ce dernier point, par exemple, seuls 20 CDN remises en 2015-2016 prenaient des engagements concernant les milieux urbains,
et puis souvent de manière très, très sectorielle, bâtiments, transport ou déchets, qui ne prenaient pas en compte le potentiel d'atténuation qui était lié à la densification des activités économiques, des personnes ou des infrastructures, comme l'a très bien expliqué aussi Valérie Masson-Delmotte sur Prendre 2020 comme un système. Le second cycle des CDN, le plus récent, de 2020-2021, on a regardé un petit peu si ces données-là avaient un peu progressé sur la quarantaine de CDN remis à l'heure actuelle, qui représentent une soixantaine de pays. Donc, c'est la carte que vous voyez à droite. Seule une poignée mentionne les gouvernements infranationaux, et encore moins dans le cas d'une gouvernance sur leur stratégie, de cette CDN, donc au niveau de la formulation, de la mise en œuvre ou du suivi. On note quand même que c'est en Amérique latine que les pays étayent le plus des mécanismes de coordination mis en place pour intégrer leurs gouvernements infranationaux et locaux, et notamment le Pérou, le Chili, l'Argentine ou la Colombie. Je ne vais peut-être pas trop les détailler si on veut passer un peu plus rapidement. Et enfin, pour l'Europe, il est moins pertinent de regarder la CDN de l'Europe puisqu'elle est commune aux 27. Par contre, ce qui est pertinent, c'est d'aller voir un peu du côté des plans nationaux pour l'énergie et pour le climat, les PNEC, que doivent remettre tous les États membres à la Commission, et pour lesquels la Commission a demandé d'instaurer un dialogue multiniveau avec les gouvernements locaux et d'autres acteurs. Il y a un consortium de réseaux européens de collectivités qui fait le suivi de ces PNEC et qui en viennent à la conclusion générale que seuls la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg montrent une compréhension totale du rôle clé des autorités locales dans la formulation et la mise en œuvre de ces PNEC, et tout au long de ces derniers. Alors, la gouvernance multiniveau, elle va bien au-delà des CDN, hein, c'est ce que je vais montrer dans la slide suivante, Tania. Merci. Puisque la nécessité d'articuler les politiques de réduction d'émissions d'adaptation a été plusieurs fois reconnue par les États pour atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris, dans les règles d'application de ce même accord de Paris, mais également dans plusieurs rapports du GIEC, et notamment le rapport 1.5, par exemple, qui le rappelle avec force. Pour faire cette articulation, il n'y a bien sûr pas de méthode clé en main, qui s'appliquerait à une grande diversité de contextes institutionnels, mais on a dégagé quelques caractéristiques dans le bilan qui permettent aussi d'observer la qualité de cette articulation. On dégage principalement 3. Si c'est un processus seulement descendant, le fait de s'appliquer à toutes les étapes de la politique publique, donc de la formulation par la mise en œuvre et du suivi. Et enfin, sur le niveau de régulation nationale ou les compétences déléguées aux villes et aux régions. Voilà, et ça, le reste de ces travaux sur la gouvernance, c'est également c'est fait dans le cadre d'un projet que nous avons lancé avec la Climate Change il y a 1 an, sur la gouvernance multiniveau dans les pays du G20. Alors, que j'ai mentionné plus tôt, puisque les G20 représentent 80% des émissions. Et donc, dans ce bilan, on fait déjà une synthèse de nos 4 premiers cas d'études qui concernent la France, l'Allemagne, le Brésil et le Canada. Et puis d'autres vont venir dans les mois qui viennent, où là, on essaie d'analyser, on va un peu plus loin, voir ce que les villes ont fait, le cadre législatif, le cadre juridique aussi qui leur est offert pour mettre en œuvre leur plan climat. Donc, on avait dégagé 4 points, si je les cite très rapidement. On note que dans les États fédéraux, les capacités et les compétences des villes dépendent finalement assez peu des États nationaux, mais davantage des gouvernements fédéraux, avec plusieurs études qui montrent une corrélation entre le niveau d'ambition, par exemple au Canada, des provinces et des territoires, avec le niveau d'ambition et de mise en œuvre des villes. Un deuxième point assez fort qu'on développe, c'est le fait que de rares collectivités territoriales dans le monde sont soumises à des obligations d'adopter un plan climat ou de faire le suivi. À cet égard, la France fait figure d'exception. Mais dans d'autres pays, seules quelques-unes dans certaines provinces très spécifiques sont soumises à des obligations. Et 2 autres points sont sur l'articulation entre le national, le régional et le local. On observe qu'il s'opère surtout dans les phases de formulation des stratégies, mais très peu sur la mise en œuvre ou le suivi évaluation. D'ailleurs, le suivi évaluation qui reste lui-même assez absent des stratégies nationales. Et enfin, un 4e point assez important qu'on développe, c'est l'harmonisation assez faible des méthodes de comptabilité carbone, et un suivi évaluation donc, qui est rare, et une information qui est assez peu centralisée. Voilà, je vais en rester là pour moi, et puis je vais laisser Antoine finir. Voilà, Oui, en 2 minutes. Ouais, on revient sur des points qu'on a évoqués tout à l'heure, donc on aura le temps d'en rediscuter. On a vu ce qu'une année à moins 3,5% de croissance et 7% de baisse d'émissions pouvait générer si ce n'était pas contrôlé. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup dans ce rapport avec un lien entre les objectifs climat et les objectifs de développement durable, qui sont nécessaires aussi pour amortir les chocs des décisions transformatrices qui vont être prises pour
une société bas carbone, des indicateurs bien connus comme la hausse du taux de pauvreté, on recule. Et puis, on observe aussi d'autres impacts importants sur l'ensemble des ODD liés à la pandémie. Donc, dans ce même temps-là, nous, on a observé un certain nombre de signaux faibles qui témoignent d'une localisation accrue des ODD au sein des territoires, qui s'en servent pour créer des plans de développement à long terme intégrés avec leur stratégie climatique basée sur les ODD, également pour adapter des projets existants. C'est le cas de Bogota, par exemple, qui prend un engagement 50-50 dans l'utilisation, enfin de parité de genre dans l'utilisation des pistes cyclables. Et puis également, on a vu le mouvement des revues locales volontaires. Chaque année, au mois de juillet, les États présentent des revues nationales volontaires. De plus en plus de villes s'y essayent en faisant état de leurs résultats. La ville de New York était une pionnière là-dessus. On voit par exemple que le Kenya, les villes kenyanes et les comtés du Kenya ont aussi pris énormément d'importance, et ont pris la mesure de l'importance de ces enjeux-là. On pourra y revenir. Et puis, le second point, enfin le dernier point de nos enseignements, qui est en filigrane en fait dans le bilan, mais sur lequel on avait envie vraiment d'insister, c'est la prise en compte des impacts existants du changement climatique, donc ce qui s'appelle l'adaptation. L'adaptation, l'accord de Paris s'engage à ce que 50% des financements dédiés au climat y soient consacrés. On est encore loin. C'est là que le bas blesse en général, c'est l'accès au financement. Mais à côté, on a vu d'autres formes de prise d'action, avec notamment une intégration de plus en plus forte entre les États et les gouvernements locaux. Les États prévoient de distribuer des compétences sur l'adaptation aux gouvernements locaux et infranationaux. Et puis, on a vu également des progrès dans l'accès à la connaissance. Valérie Masson-Delmotte en parlait tout à l'heure. Et on insiste sur les agences régionales qui témoignent des changements climatiques et qui sont beaucoup plus performantes pour inspirer la décision publique au niveau régional, puisqu'elles s'intéressent à des échelles de gouvernance qui sont proches des écosystèmes. Donc, tout ça, c'est à retrouver à l'intérieur du bilan. Et nous sommes disponibles pour répondre à vos questions sur chacun des points évoqués. Merci Antoine et Amaury. Alors, c'est très, très dense, très, très riche comme d'habitude. C'est l'occasion aussi de remercier nos partenaires. Évidemment, il nous faut quelques soutiens financiers pour développer ce bilan de l'Observatoire. Donc là, vous retrouvez les ministères, les organismes publics et les entreprises et fondations privées qui nous soutiennent dans la réalisation de ce bilan. Donc, quelques résultats quantitatifs importants, ça a été dit par Amaury, notamment au niveau européen, des prises en compte encore trop faibles sur notamment les contributions nationales déterminées qui portent l'ambition de rehaussement des États. Et ça, c'est un travail que je pense nous sommes les seuls à avoir fait de manière aussi approfondie, de voir où en étaient les CDN par rapport aux collectivités, la montée des questions d'adaptation. Vous avez vu tout ça. Donc, si vous avez des questions, et Valérie Masson-Delmotte, que je remercie encore, est là aussi pour y répondre, le mieux, c'est que vous nous fassiez signe par le chat. Et je vous donne aussitôt la parole. Et même la première question de journaliste peut être en direct tout de suite, sans passer par le chat. Le temps que... Alors, Virginie, peut-être que tu peux rappeler donc tout le monde va recevoir ou a reçu maintenant le rapport et le résumé pour décideurs. Virginie. Mais là, tu n'as pas ouvert ton micro. Ton micro est fermé. Oui, bonjour. On est en train de le mettre en ligne, Ronan, sur le site actuellement. Et tout le monde a eu, oui, normalement, le communiqué et le résumé aux décideurs. La mise en ligne, c'est en ce moment. Donc, peut-être que les journalistes présents, on leur enverra donc le lien ou le rapport complet. Sachant que dans le rapport complet, je sais que c'est important pour les journalistes, il y a aussi beaucoup d'exemples concrets de territoires. Amaury et Antoine en ont cité quelques-uns, sur lesquels vous pouvez évidemment vous appuyer pour vos propres papiers et analyses. Vous allez recevoir un communiqué de presse d'ici peu avec tous nos contacts. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone à n'importe quand pour plus de précision. Alors, Louis Salé pour l'opinion. Je vous donne la parole. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question pour Amaury Parel par rapport à l'étude de cas de la gouvernance multiniveau faite dans certains pays du G20.
Et je me demandais, voilà, si en France, donc l'étude montre que il y a quand même certaines faiblesses au niveau de l'articulation entre collectivités et État. Et en France, je me demandais si on observait un immobilisme un peu problématique au niveau régional, plus que dans les villes, alors que pourtant, c'est au niveau régional qu'il faudrait réfléchir pour avoir une vision plus écosystémique. Alors, votre question, toutes les réponses à votre question ne sont pas dans le rapport. Néanmoins, alors peut-être quand même, moi je modulerai un peu le propos sur le fait que l'enjeu, c'est l'articulation des échelles. Mais une partie de la vie quotidienne se joue bien dans le bloc communal, pas simplement la ville, mais l'ensemble du territoire qui fonctionne autour de la ville-centre. C'est là aussi qu'est la vie quotidienne. Donc, l'impact des décisions vraiment locales est aussi assez fort. Mais effectivement, les régions ont un rôle de planification. Les premiers STRADET qui mettent, et je crois que j'avais dû porter un amendement en ce sens à l'époque dans la loi NOTRe, les STRADET ont effectivement un volet climat avec des objectifs quantitatifs. C'est la première génération de STRADET. Ils sont un peu disparates en termes d'ambition. Mais je pense qu'on est au moment où l'articulation STRADET-PCAET commence à se créer, avec y compris le fait que les nouvelles équipes régionales auront à mettre en œuvre les premiers STRADET. Sur les PCAET,